Quelque part dans la région de la Volga, en Russie, au printemps 1992, un homme nommé Nikolai Petrovitch Sorokin se tenait dans un champ qu'il cultivait depuis 20 ans. Il n'était pas riche, il n'avait pas de relations, il n'avait pas d'économiste dans sa famille, pas de courtier, pas de compte bancaire à l'étranger. Ce qu'il avait, c'était un petit lopin de terre, un cabanon rempli d'outils, quelques centaines de roubles économisés sous un matelas, et un souvenir très précis de ce que son grand-père lui avait raconté sur les années 1920. En l'espace de 18 mois, ces roubles, sous le matelas, ne vaudraient presque plus rien. La monnaie du pays dans lequel il avait vécu toute sa vie, le rouble soviétique, était en chute libre. Et le pays lui-même, l'Union soviétique, n'existait plus. Ce que Nikolai a fait ensuite, et ce que beaucoup de gens comme lui ont fait à travers l'espace soviétique effondré, constitue l'une des études de cas les plus instructives en matière de survie financière personnelle que le XXe siècle ait produite. Ce n'était pas intelligent, au sens de Wall Street. Ce n'était pas sophistiqué, mais cela a fonctionné. Et les principes sous-jacents ne sont pas propres à la Russie de 1992. Ils réapparaissent encore et encore à travers différents pays et différents siècles, chaque fois qu'un système monétaire se disloque. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Pour comprendre ce à quoi Nikolai était confronté, il faut comprendre ce qu'était réellement le rouble soviétique. Pendant la majeure partie de la période soviétique, le rouble n'était pas vraiment une monnaie au sens traditionnel. C'était une unité de compte au sein d'une économie planifiée. On ne pouvait pas l'échanger librement contre des devises étrangères. On ne pouvait pas l'utiliser pour acheter des actifs sur un marché ouvert. Les prix étaient fixés par l'État. La valeur du rouble était essentiellement fictive, maintenue par décret gouvernemental plutôt que par une quelconque réalité économique sous-jacente. Lorsque Mikhail Gorbatchev a commencé à assouplir l'économie planifiée à la fin des années 1980, cette fiction a commencé à s'effondrer. Les prix qui avaient été artificiellement maintenus bas pendant des décennies ont commencé à bouger. Des pénuries sont apparues partout. En 1991, l'inflation atteignait environ 160% par an, et ce, avant la dissolution complète de l'Union soviétique en décembre de la même année. Puis vint ce que les économistes appelleront plus tard la thérapie de choc. Le 2 janvier 1992, le Premier ministre russe Igor Gaïdar a levé la plupart des contrôles des prix d'un seul coup. Les prix étaient censés trouver leur niveau naturel, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont trouvé presque immédiatement, et le niveau qu'ils ont atteint a été catastrophique pour quiconque détenait des économies en roubles. Au cours de cette seule année 1992, les prix à la consommation en Russie ont augmenté d'environ 2500%. Pas 25%, pas 250%, mais 2500%. Pour exprimer cela en termes concrets, si vous vous étiez endormi le 1er janvier 1992 avec suffisamment de roubles pour acheter une petite voiture, vous vous seriez réveillé le 1er janvier 1993 avec suffisamment de roubles pour acheter une paire de chaussures, si vous aviez de la chance. Ce ne fut pas une érosion lente. Ce fut un anéantissement, et c'est dans cet environnement spécifique, violent et désorientant, que les Russes ordinaires ont dû prendre des décisions sur la façon de protéger le peu qu'ils possédaient. Il n'y avait pas de bonnes options sur la table, le marché boursier existait à peine. Les marchés immobiliers étaient chaotiques et juridiquement ambigus. Les banques se faisaient faillite. Le gouvernement improvisait. Et pourtant, certaines personnes s'en sont sorties avec leur vie financière raisonnablement intacte, tandis que d'autres ont tout perdu. La différence, presque universellement, se résumait à une chose: ce que vous possédiez par rapport à ce que vous déteniez. Nikolai Sorokin avait écouté la radio d'État tout au long de l'année 1991 et ce qu'il entendait l'effrayait, non pas à cause d'une annonce en particulier, mais en raison du tableau d'ensemble. La libéralisation des prix approchait, l'Union se fragmentait, les usines fermaient. Il n'avait pas de diplôme en économie, mais il avait l'instinct d'un agriculteur pour analyser la situation. Et la situation lui disait que le papier était sur le point de ne plus rien valoir. Ainsi, dans la seconde moitié de 1991, Nikolai a commencé à convertir. Pas tout d'un coup, ni en une seule chose. Il a converti progressivement dans plusieurs catégories différentes et selon une séquence qui nous en dit long sur la façon dont pensent réellement les personnes qui survivent aux effondrements monétaires. La première chose qu'il a faite a été de dépenser. Cela semble presque absurde, mais c'était l'une des décisions les plus intelligentes à la disposition de quiconque dans cet environnement. Il a dépensé ses roubles pour des biens physiques qui conserveraient leur utilité, peu importe ce qui arriverait à la monnaie. Il a acheté des graines supplémentaires pour la saison suivante.
Il a acheté des pièces de rechange pour son tracteur, une machine de l'ère soviétique qu'il savait réparer lui-même et pour laquelle certaines pièces devenaient rares. Il a acheté des outils, il a acheté des médicaments, il a fait des réserves de denrées alimentaires de base qui pouvaient être stockées. Farine, sucre, sel, conserve, huile de tournesol. Il a acheté 2 cochons supplémentaires. Chaque rouble qu'il dépensait pour ces choses était un rouble qui n'était plus exposé au risque d'hyperinflation. Il avait effectivement converti de l'argent, qui devenait sans valeur, en biens, qui conservaient leur utilité et dans certains cas leur valeur d'échange. Ce n'est pas une mince découverte. Les historiens de l'économie qui ont étudié les épisodes hyperinflationnistes de l'Allemagne de Weimar en 1923, au Zimbabwe dans les années 2000, en passant par le Venezuela dans les années 2010, retrouvent systématiquement le même schéma au sein des populations qui s'en sont le mieux sorties. Elles ont converti leurs créances papier en biens tangibles avant que le pire de l'inflation ne frappe. Le timing n'a jamais été parfait. Personne ne sonne la cloche pour prévenir. Mais les personnes qui ont agi tôt, même de manière imparfaite, s'en sont beaucoup mieux tirées que celles qui ont attendu une certitude qui n'est jamais venue. La deuxième chose que Nikolai a faite a été plus difficile car elle exigeait de faire confiance à d'autres personnes à une époque où les institutions s'effondraient. Il a converti une partie de ses économies en ce que les Russes des zones rurales appelaient des choses réelles, des articles dont la valeur était reconnue dans les réseaux de commerce informels. Le principal d'entre eux, dans la région de la Volga, était la vodka. Cela ressemble à une blague, mais ce n'en est pas une. Tout au long de la période soviétique et jusque dans les années 1990, la vodka a fonctionné comme une monnaie parallèle dans de nombreuses zones rurales de Russie. Elle était transportable, durable, universellement désirée et produite par le gouvernement avec une qualité constante. Vous pouviez l'utiliser pour payer de la main-d'œuvre. Vous pouviez l'échanger contre du carburant. Vous pouviez l'échanger contre d'autres biens à des taux prévisibles. Nikolai en a acheté plusieurs caisses et les a soigneusement stockées. Il n'en a presque jamais bu. Il l'a échangé. L'utilisation de l'alcool comme réserve de valeur et moyen d'échange n'est pas propre à la Russie. Elle est apparue dans la Virginie coloniale, où le tabac puis le rhum ont rempli des fonctions similaires. Elle est apparue dans certaines régions de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Elle apparaît sous diverses formes partout où une monnaie officielle perd sa fiabilité et où les communautés doivent se trouver un substitut. L'objet importe moins que ses propriétés. Transportabilité, divisibilité, durabilité et valeur largement reconnues. Dans différents contextes, ces rôles ont été remplis par des cigarettes, des clous, des munitions de petit calibre, du café, du chocolat et du carburant diesel. Ce que Nikolai a compris intuitivement et ce que la littérature académique sur l'histoire monétaire confirme, c'est que lorsqu'une monnaie s'effondre, l'économie informelle ne disparaît pas. Elle se réorganise autour de différentes unités de compte. Les personnes qui survivent le mieux sont celles qui détiennent un stock des articles dont l'économie informelle a besoin. La troisième chose qu'il a faite était celle dont son grand-père lui avait parlé, et celle qui a eu le plus de poids sur le plus long horizon temporel. Il a conservé des dollars. Dans les dernières années de l'Union soviétique, il était devenu techniquement légal pour les citoyens soviétiques de détenir de petites quantités de devises étrangères, bien qu'il restât en pratique très difficile de s'en procurer. Nikolai avait réussi à accumuler une somme modeste, environ 200 dollars américains, grâce à des transactions avec une société commerciale hongroise qui avait brièvement opéré dans la région à la fin des années 1980. Il avait cousu les billets dans la doublure d'un manteau suspendu dans son cabanon. Sa femme savait où il se trouvait. Son fils aîné le savait, personne d'autre. Ces 200 dollars, à l'hiver 1991, représentaient une somme significative en roubles. Au printemps 1993, après que le pire de l'hyperinflation fut passé, ces mêmes 200 dollars représentaient quelque chose de bien plus important en roubles. Et plus important encore, ils représentaient une réserve de valeur réelle, internationalement reconnue, qui n'avait pas été détruite par ce qui était arrivé à la politique monétaire russe. La dollarisation de l'économie russe au début des années 1990 est l'une des substitutions monétaires informelles les plus spectaculaires de l'histoire moderne. Selon certaines estimations, en 1994, il y avait plus de dollars américains en espèces en circulation à l'intérieur de la Russie que dans n'importe quel autre pays en dehors des États-Unis eux-mêmes. Les Russes gardaient des dollars sous leurs matelas, dans les doublures de leurs manteaux, dans des bocaux, enterrés dans les jardins, dans les tranches évidées de livres sur des étagères. Ils ne faisaient pas cela parce qu'ils étaient des investisseurs sophistiqués.
Ils le faisaient parce qu'ils avaient vu ce qui était arrivé à toute forme de richesse papier libellé en roubles, et ils en avaient tiré la conclusion évidente. Le rôle du dollar dans cette histoire n'avait rien à voir avec la grandeur américaine ou le génie financier de qui que ce soit. Il s'agissait d'une propriété simple. Le dollar était émis par un gouvernement qui ne se trouvait pas au milieu d'un effondrement budgétaire et institutionnel catastrophique. C'était suffisant. Maintenant, c'est ici que nous devons ralentir et réfléchir attentivement, car c'est la partie de l'histoire où la plupart des récits se trompent. Nikolai Sorokin n'a pas survécu aux années 1990 parce qu'il a eu une intuition géniale que personne d'autre n'a eue. Il a survécu financièrement parce qu'il a fait plusieurs choses concrètes et ordinaires, l'une après l'autre, à un moment où la plupart des gens étaient paralysés par la confusion et le choc. Et ces choses correspondent presque parfaitement à ce que les historiens de l'économie observent dans d'autres épisodes hyperinflationnistes. Pas ceux de l'Allemagne des années 1920 dont vous avez entendu parler 100 fois, mais ceux qui sont moins racontés. Ceux de la Hongrie en 1946, qui ont produit la pire hyperinflation jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Ceux de la Yougoslavie en 1993 et 1994. Ceux du Pérou à la fin des années 1980. Dans chaque cas, les populations qui ont le moins mal traversé ces crises avaient certains comportements en commun. Elles ont réduit leur exposition à la monnaie en plein effondrement de manière progressive et précoce, plutôt que tout d'un coup ou trop tard. Elles se sont diversifiées à travers différents types d'actifs, de biens, d'articles de commerce informels, de devises étrangères et de capacités de production, plutôt que de tout miser sur une seule couverture. Elles ont maintenu leur capacité à produire quelque chose de valeur, de la nourriture, de l'artisanat, des compétences en réparation, quelque chose, parce que la capacité de production conserve de la valeur même lorsque le capital financier s'évapore. Et elles ont gardé leurs préparatifs discrets et peu visibles, car les environnements hyperinflationnistes ont tendance à engendrer des tensions sociales et parfois des violences envers quiconque est perçu comme ayant plus que ses voisins. Permettez-moi de m'attarder un instant sur ce dernier point, car c'est celui qui retient le moins l'attention dans la presse financière. Dans la région de la Volga, en 1992 et 1993, il y a eu de véritables incidents de vol, d'extorsion, et parfois pire, dirigés contre des personnes connues ou soupçonnées de posséder des dollars, de l'or ou d'importantes réserves de nourriture. Ce n'est pas propre à la Russie. Les récits historiques de l'Allemagne de Weimar décrivent des dynamiques similaires. Les récits du Zimbabwe dans les années 2000 les décrivent également. L'une des conclusions constantes de l'anthropologie de l'effondrement économique est qu'une couverture ostentatoire est une couverture dangereuse. Les personnes qui s'en sont le mieux sorties n'étaient pas celles qui possédaient les plus gros stocks. C'étaient celles qui avaient un stock suffisant dont personne n'avait connaissance. Nikolai n'a jamais parlé de ses dollars à la coopérative du village. Il n'a jamais exhibé ses réserves de marchandises. Il a continué à se présenter comme un homme qui luttait, car en termes relatifs, tout le monde luttait, tout en maintenant discrètement le coussin qui permettrait à sa famille de manger, d'entretenir son équipement agricole et de préserver une certaine valeur monétaire réelle à travers le pire de la crise. En 1995, le gouvernement russe avait réussi à stabiliser le rouble dans une certaine mesure, bien que le traumatisme du début des années 1990 ait modifié de façon permanente la relation des Russes ordinaires avec les institutions financières, l'épargne et l'État. Une enquête menée à la fin des années 1990 a révélé qu'une part importante des ménages russes conservaient encore la majorité de leurs économies liquides en dollars en espèces à la maison, plutôt que sur des comptes bancaires, un comportement qui a persisté pendant des années après le rétablissement de la stabilité officielle. La cicatrice était réelle. Le souvenir de ce que les roubles papier avaient fait aux économies de toute une vie ne s'est pas effacé rapidement. Et voici la partie de cette histoire que je veux que vous reteniez, car c'est la raison pour laquelle nous consacrons 20 minutes à un agriculteur russe de la région de la Volga, plutôt qu'à n'importe lequel des exemples plus célèbres que vous pourriez trouver dans un manuel. Nikolai n'était pas spécial, il n'était pas en avance sur son temps, il ne lisait pas le bon blog financier et n'avait pas les bonnes relations. Il a fait ce que chaque génération de personnes de sa famille avait appris à faire lorsque la situation monétaire devenait incertaine. Il a converti du papier en choses. Il a maintenu sa capacité à produire et à échanger.
Il a conservé une partie de sa richesse, sous une forme que le gouvernement ne pouvait pas dévaluer par l'inflation, et il a gardé le silence à ce sujet. Son grand-père avait fait quelque chose de similaire dans les années 1920, lorsque le jeune gouvernement soviétique avait traversé sa propre période monétaire chaotique. Son arrière-grand-père, presque certainement, avait fait quelque chose d'analogue lors des bouleversements du début du XXe siècle. Ce savoir, que l'on pourrait appeler un savoir de survie financière, n'est pas le genre de chose qui est préservé dans les institutions. Les banques ne l'enseignent pas. Les gouvernements ne l'encouragent pas. Il se transmet au sein des familles, de manière informelle, imparfaite, et uniquement aux personnes dont les familles étaient attentives pendant les périodes difficiles. Ce qui nous amène à la question qui compte en ce moment même, dans le présent, où que vous regardiez ceci. Vous n'êtes pas confronté à l'hyperinflation russe de 1992. Les situations ne sont pas identiques, et je ne vais pas vous dire quelles le sont, car ce serait malhonnête et cela ne vous rendrait pas service. Mais vous vivez à une époque d'inflation structurellement élevée dans de nombreuses régions du monde, de dépréciation monétaire par les grandes banques centrales, à une échelle sans précédent moderne, de fragilité financière croissante dans certains secteurs institutionnels, et de véritable incertitude quant au pouvoir d'achat à long terme des monnaies fiduciaires, y compris les plus fiables. Vous n'avez pas besoin de croire qu'une catastrophe est imminente pour trouver l'approche de Nikolai utile. Vous avez seulement besoin de croire, et les archives historiques suggèrent fortement que vous devriez le faire, que les systèmes financiers peuvent traverser des perturbations importantes, et que les personnes qui naviguent le mieux à travers ces perturbations ne sont presque jamais celles qui ont réagi au dernier moment. Ce sont les personnes qui avaient déjà, calmement et sans drame, pris une série de mesures concrètes. Voici donc à quoi ressemblent ces mesures, tirées directement de ce que les historiens de l'économie ont documenté à travers de multiples épisodes hyperinflationnistes et fondés sur les comportements spécifiques de personnes comme Nikolai, qui ont traversé ces épisodes en gardant leur vie financière intacte. La première étape consiste à auditer votre exposition à une seule monnaie. La plupart des habitants des pays développés ont presque toute leur richesse financière liquide, compte courant, compte d'épargne, fonds du marché monétaire, obligations, libellées dans une seule monnaie, émises par un seul gouvernement. C'est une forme de risque de concentration que la plupart des investisseurs n'accepteraient jamais pour des actions, mais qu'ils acceptent automatiquement pour leurs avoirs en espèces sans jamais y penser. Diversifier ne serait-ce qu'une modeste partie de vos économies liquides dans une deuxième monnaie, une matière première physique ou un actif qui n'est pas soumis à l'inflation par la politique monétaire d'un seul gouvernement est l'application la plus directe de cette leçon. Il ne s'agit pas de spéculation, il s'agit de réduire l'exposition à un risque unique. La deuxième étape consiste à réfléchir attentivement à la différence entre l'argent et les biens. En période de stabilité, l'argent est préférable aux biens, car il est plus liquide, plus flexible et coûte moins cher à stocker. En période d'instabilité, ce calcul s'inverse. Les biens stockables de haute qualité, le genre que vous utiliserez de toute façon, le genre qui conserve son utilité quelles que soient les conditions monétaires, constituent souvent, dans des environnements inflationnistes, une meilleure réserve de valeur que de l'argent dormant sur un compte. Chaque foyer a une catégorie de biens de consommation qu'il achète régulièrement. En acheter pour plusieurs mois à l'avance pendant une période d'inflation faible ou modérée n'est pas de la thésaurisation. C'est une couverture rationnelle contre les futures augmentations de prix. C'est en miniature exactement ce que faisait Nikolai. La troisième étape est celle qui semble démodée, mais que les archives historiques soutiennent plus fortement que presque n'importe quoi d'autre. Maintenez ou développez une forme de capacité de production qui ne dépend pas purement des marchés financiers. Cela pourrait être un métier spécialisé, cela pourrait être un jardin productif, cela pourrait être la capacité de réparer les choses plutôt que de les remplacer. Cela pourrait être un service dont les gens ont besoin, quelles que soient les conditions économiques. Dans chaque étude de cas dont nous disposons sur de véritables crises monétaires, les personnes dotées de compétences et de capacités productives s'en sont mieux sorties que celles qui ne possédaient que des actifs financiers. La valeur de la monnaie peut être anéantie par l'inflation, la capacité de cultiver de la nourriture, de réparer un moteur ou de prodiguer des soins médicaux ne le peut pas. La quatrième étape concerne l'architecture de l'information, et elle semble presque contre-intuitive. Soyez sceptiques face au consensus. Dans les mois qui ont précédé le pire de l'hyperinflation russe, le discours officiel des économistes du gouvernement, des médias d'État et des voix institutionnelles était que les réformes seraient difficiles mais gérables.
que les perturbations seraient temporaires et que le rouble se stabiliserait. Les personnes qui ont cru au consensus et ont agi en conséquence ont perdu le plus. Les personnes qui ont examiné les données sous-jacentes, la situation budgétaire réelle de l'État russe, le rythme réel de la création monétaire, la trajectoire réelle des prix, et qui en ont tiré leurs propres conclusions, aussi imparfaites soient-elles, se trouvaient dans une meilleure position. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un contrarien ou un catastrophiste. Cela signifie que vous devez lire les données primaires, et pas seulement l'interprétation officielle de ces données primaires. Les bilans des banques centrales sont publics. Les statistiques de l'inflation sont publiées. Les trajectoires de la dette publique sont calculables. L'information est disponible. La question est de savoir si vous la regardez. Nikolai Sorokin ne savait pas qu'il appliquait les principes que les historiens de l'économie documenteraient plus tard à travers des dizaines d'épisodes hyperinflationnistes. Il n'était qu'un agriculteur de la région de la Volga, debout dans son champ, essayant de protéger ce que sa famille avait construit au cours de 2 décennies de travail acharné. Il n'a pas parfaitement réussi. Personne n'y parvient. Il a perdu une partie de ses économies en roubles avant de les avoir entièrement converties. Il a fait des échanges qui, rétrospectivement, n'étaient pas optimaux, mais il a traversé la crise avec ses terres intactes, son équipement fonctionnel, sa famille nourrie, et une certaine valeur monétaire réelle préservée dans la doublure de ce manteau dans la remise. Rien de spectaculaire, pas une fortune mais intacte. Et au début des années 1990 en Russie, rester intact était un accomplissement extraordinaire. La leçon n'est pas que vous devriez coudre des dollars dans la doublure de votre manteau. La leçon est que les outils spécifiques utilisés par Nikolai étaient adaptés à son environnement spécifique et que vous devez réfléchir aux outils analogues dans votre environnement actuel, compte tenu des incertitudes spécifiques auxquelles vous êtes confrontés. Le principe est universel, la mise en œuvre est toujours spécifique au moment présent. L'histoire ne se répète pas exactement, mais comme on l'a souvent fait remarquer, elle rime. Et les personnes qui entendent la rime assez tôt pour agir en conséquence, calmement et délibérément, sans panique et sans drame, sont celles qui ont tendance à repenser aux périodes difficiles et à dire « Nous avons traversé cela. Nous étions préparés. Pas chanceux, préparés. C'est ce que nous essayons de construire ici. Pas la peur, la préparation. Si cette histoire a changé votre façon de voir les systèmes financiers du monde, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous mettons au jour l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir. Le prochain coffre au trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.